4x4. SUV. Ça marche pas. Il n'y a pas de retour. Attendez, il y a un petit problème. SUV. Non. Salut tout le monde, vous écoutez Pause Vélo, c'est l'épisode 192, 192 et on va le faire en partenariat avec le Cycle Magazine numéro 26. Et aujourd'hui je suis content, on est nombreux, on est 5 à enregistrer. Comment ça va Bruno ? Ah, ça va super bien. Ouais, toi aussi t'es motivé, il y a du monde, on est content. Ouais. Du moment que je pédale, je suis content. Bon, Anne pour les chroniqueurs et chroniqueuses habituels. Anne. Ça va très très bien, merci. Mais c'est très chouette de voir 5 personnes autour de la table. C'est plus vivant. Hein. Ouais, c'est bien. And here comes a new challenger, Étienne qui va venir chroniquer régulièrement maintenant. Bonjour. Bah ouais, dans la mesure où je suis libre, je viens très volontiers parler puisque je pense qu'il y a énormément de choses à partager sur le vélo. Ouais. On va commencer avec Bruno et le Cycle Magazine numéro 26. Et Bruno, toi tu as choisi un article qui parle du Portugal. Ouais, je vais vous amener dans ce pays qu'on associe plus au soleil, à la plage, aux vacances, mais pas forcément au vélo. Pour le vélo, c'est absolument top et c'est vraiment un super article qui est écrit par Sylvie Almeida. Moi, ce que j'ai aimé de l'article, c'est que il faut le lire. Franchement, c'est bien plus qu'un article, c'est presque un guide. Ça vous donne envie d'y aller, de pédaler. Ce que j'ai super aimé, c'est que le Portugal, en fait, c'est en train de devenir une destination vélo. Très prisé, très populaire pour tout type de vélo, pour le gravel, le bikepacking, les ultra-races, mais aussi pour un cyclotourisme un peu loisir. Et tout ça, c'est dû à tout un écosystème. Ça vient de la base, c'est un écosystème d'amateurs et de passionnés. Et donc, c'est un peu différent de certaines destinations, des spots qui sont devenus populaires de par le Tour de France, comme l'Alpe d'Huez, comme Bédouin au pied du Ventoux, ou Bormio avec le Giro, ou du fait de la publicité, de destinations qui mettent beaucoup d'argent pour le marketing, ou par exemple Gérone qui est devenu populaire à cause des pros qui s'y ont installés. Là, le Portugal, c'est vraiment un écosystème d'amateurs. Vraiment, ça vient de la base. Cet article, il vous donnera envie d'y aller. Alors, premièrement, c'est très diversifié, le Portugal. Alors, il y a l'océan, les falaises. Mais dès qu'on va dans l'arrière-pays, on découvre des villages, des orangeries, les amandiers. Il y a des sites arabo-mauresques. Et puis... dans les villages, il y a aussi beaucoup de cafés, de choses comme ça qui se sont adaptés à la clientèle vélo. C'est vraiment super. Ensuite, pour ceux qui veulent un peu aller vers le sud, il y a la Costa Vicentina. C'est une Eurovélo qui est devenue très très populaire également. Et ça, c'est abordable par tout le monde, par les familles. Tout le monde peut suivre cet itinéraire. C'est bien balisé. C'est devenu presque un incontournable au Portugal. L'article également mentionne un petit peu tous les événements. C'est aussi une façon de découvrir le Portugal. Des événements à nouveau qui sont créés par des passionnés. Sont mentionnés la Heading Southwest, une ultra-race. Il y a le Gravel Birds, course en gravel. Sont également mentionnés une autre, la Goats. Donc c'est aussi un moyen d'approcher le Portugal en participant à un gros événement. Le troisième aspect de cet article, c'est le fait qu'il y ait tout un réseau de cafés, d'ateliers, mais également de constructeurs de vélos. Il y a vraiment des passionnés. En fait, l'article liste des tas de ressources et il y a tous les contacts. On termine en disant que on peut même y aller en train. Ah oui. Ce que je trouve super, en fait. Donc voilà. Moi, je connais un petit peu, j'ai envie d'y retourner, quoi. C'est vélo sport, vélo pour les vacances. Est-ce qu'il y a un aspect vélo du quotidien, vélo taf ? Oui, tout à fait. Alors à Lisbonne, énormément. Ouais. Il y a énormément de cafés, il y a énormément d'associations. Il y a vraiment quelque chose, une sensibilité, j'ai envie de dire le vélo, une atmosphère vélo, et c'est en train de se construire. Ouais. Et, moi qui suis un homme du Nord, de Normandie, moi j'ai toujours peur, au sud de la Loire, qu'il fasse trop chaud. Donc le Portugal, c'est quand même bien au sud de la Loire. Ouais, mais pour y avoir été en plein été, quand on suit la côte, non, en fait, il y a l'océan, c'est océanique. Non. Il y a du soleil, mais c'est pas l'Espagne. Hein. C'est une destination qui peut se faire à l'année, en fait. Et si vous voulez en savoir plus, évidemment, c'est dans le dernier Cycle Magazine, le numéro 26. On va s'éloigner un peu du magazine avec Anne. Anne, tu veux parler d'un pseudo-conflit ?
Oui, un pseudo-conflit, parce que pour moi, c'est un conflit qui n'existe pas, mais qui est entretenu par des gens qui ont intérêt à ce qu'ils soient entretenus. La fameuse guerre entre les cyclistes et les automobilistes. C'est bien, ça fait parler les conflits. Mais c'est ça. Et en fait, je pense que c'est la clé du problème, ça fait parler. Juste pour remettre les choses en perspective, parce qu'on entend beaucoup parler, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Faut quand même imaginer que 99,999% des problèmes entre vélo et automobile ou entre cyclistes et automobilistes sont dus à l'inattention ou sont des vrais accidents. Il y a souvent un problème d'infrastructure, etc. Donc il n'y a aucune intention malveillante la plupart du temps dans la grande majorité des cas. La presse va beaucoup parler des accidents entre cyclistes et automobilistes, beaucoup plus qu'entre deux automobiles ou entre camions et automobiles, alors que la grande majorité des accidents avec victimes, c'est quand même ceux-là. C'est ceux entre véhicules motorisés. Et donc, ça donne cette impression que c'est très fréquent et surtout, la presse va beaucoup insister sur le conflit. Il y a aussi une petite chose sur le piéton-vélo, c'est-à-dire qu'on va vraiment essayer de dire que les cyclistes sont dangereux un peu pour tout le monde. C'est-à-dire comme si les cyclistes étaient une tribu complètement isolée du reste de la population, avec un couteau entre les dents qui ne cherchait qu'à égorger les gens qu'ils rencontrent. Moi, c'est ça. Je suis un furieux, moi. Alors, moi, je suis passée au missile. Hein. J'ai abandonné le couteau. T'as un lance-roquette sur le vélo ? Absolument. C'est génial. La réalité, c'est qu'il y a un conflit d'usage. C'est-à-dire que la route occupe à peu près 80% de l'espace public. Donc, les cyclistes roulent sur la route avec les automobilistes. Et le souci que ça pose, c'est les deux doivent partager l'espace. Il faut bien imaginer que à peu près 90% de la population en âge de conduire a son permis de conduire. Et donc, la plupart des gens, y compris la plupart des gens que vous pouvez croiser sur un vélo, savent très bien comment on conduit une automobile. Par contre, on a seulement entre 15 et 20% de la population qui a déjà conduit un vélo sur route, sérieusement. Pas en tant qu'enfant en se promenant, mais déjà en se déplaçant, en tant qu'adulte, etc. Donc ça veut dire en fait qu'il y a un peu plus des 2/3 des automobilistes actuels qui n'ont jamais fréquenté la route avec des automobiles autour d'eux, assis sur un vélo. D'où une méconnaissance, ouais. Totale. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'associations qui proposent de faire des sessions au sein de la formation du code de la route, de rouler en vélo au milieu de la circulation automobile pour bien se rendre compte en fait de ce que c'est que d'être un vélo sur la route ou d'être un cycliste sur la route. Je me corrige parce que ça fait partie des soucis avec la presse. C'est-à-dire que si vous lisez les articles de presse, vous allez souvent lire une voiture ou une auto renverse un cycliste. Alors que, ça existe, mais il y a très peu d'automobiles indépendantes ou autoconduites sur la route actuellement. Et la plupart du temps, il y avait quelqu'un derrière le volant. Et c'est quand même le conducteur qui, à un moment, a pris une décision malheureuse qui a créé l'accident. Ou alors, à l'inverse, ça peut être le cycliste aussi, mais on a quand même deux personnes face à face. C'est pas une machine contre une personne. Et donc ça, faut faire attention parce que ça déresponsabilise. En fait, en effaçant la partie humaine des choses, ça crée cette impression de c'était une machine contre un humain, donc c'est forcément l'humain qui a fait une bêtise quelque part, quoi. Ça donne aussi cette impression que c'était inévitable, en fait. Enfin, je veux dire, ça efface l'humain de l'équation, je dirais. Alors que la plupart des accidents, c'est erreur humaine et vraiment l'infrastructure joue un rôle. C'est pour ça aussi qu'il faut absolument insister pour avoir des belles pistes cyclables, des carrefours bien dessinés avec des traçages bien faits, etc. Parce que ça diminue drastiquement le nombre d'accidents. Donc les médias, ils vont insister dessus pour vendre du papier, ils vont insister sur l'aspect conflit. D'accord ? Mais la réalité, c'est quand même, si vous roulez à vélo en ville ou à la campagne, ça a dû vous arriver de vous retrouver dans une situation dangereuse pour vous. Et c'est vrai que quand on est sur un vélo, on a tendance à être touché de beaucoup plus près par cette impression violente de presque accident. Et on n'est pas en armure. On n'est pas en armure, voilà. On est exposé et on est très en contact avec ce qu'il y a autour de nous. Alors que dans une automobile, en fait, vous êtes dans une boîte fermée, donc vous n'êtes plus du tout en contact avec votre environnement extérieur, sauf à travers la machine. Et aussi, il y a un sentiment d'appropriation. Alors, ça a été étudié en sociologie, c'est-à-dire que la voiture est considérée comme étant un territoire personnel. Et donc, les gens qui vont rencontrer ce territoire personnel sont des intrus.
Le cycliste, malgré lui, quand il rencontre la voiture, il est considéré comme quelqu'un qui ne devrait pas être là. Comme si quelqu'un rentrait brusquement dans votre salon et se mettait à utiliser votre salon sans votre consentement. Ça ne vous plairait pas trop, quoi. Donc l'automobiliste a cette impression en fait qu'on vient chez lui. Et donc, à la rencontre dans ce presque accident, j'espère, pas un vrai accident, mais... il y a d'un côté le cycliste qui a eu peur physiquement, qui a eu peur pour sa vie en fait, et de l'autre côté l'automobiliste qui est énervé parce que on l'a dérangé dans son petit espace personnel. La plupart du temps ça va se passer sans vraie violence, c'est-à-dire qu'il va y avoir une impression et puis ça va tout de suite se désamorcer. Il y a des petits trucs à faire pour désamorcer. Un grand truc pour désamorcer votre peur et l'effet tunnel que ça provoque, c'est-à-dire l'arrêt de la réflexion, c'est de nommer vos émotions à voix haute. Donc, j'ai eu très peur, mais vous le dites vraiment à voix haute et suffisamment fort pour que les gens autour l'entendent. Et si la personne qui était avec vous dans ce presque accident l'entend, ça va aussi désactiver cette espèce d'agressivité qui est déclenchée par le fait d'avoir été dérangé dans sa conduite. Ouais, elle voit quelqu'un qui a peur, qui a eu peur, donc du coup, plutôt être en empathie, quoi. C'est aussi le fait de parler, en fait, ça réactive le cortex frontal et donc ça désactive en partie l'aspect rectilien du cerveau, donc ça désactive un petit peu ce réflexe agression-suite. Donc vraiment de parler, de mettre des mots et de les dire à voix haute, ça va aider justement à faire redescendre la pression. Et effectivement, la personne en face, quand elle entend quelqu'un, déjà, elle le repersonnalise. C'est-à-dire vous n'êtes plus un vélo, vous redevenez une personne qui était montée sur un vélo. Un être humain. Un être humain, bravo. Et puis, alors, si vous êtes vraiment face à quelqu'un de très agressif et qui a l'air très très énervé, franchement, la meilleure façon de faire, c'est d'essayer de se distancier. Prenez les gens autour de vous à témoin s'il y en a. Et puis, gardez en tête que la personne, elle ne vous en veut pas à vous. Elle est dans une situation qui la déstabilise, qui la dépasse et elle réagit un peu comme ça, mais ça n'a rien à voir en réalité avec vous. Évitez d'aller vraiment au contact. Alors, si vous faites 1m95... Comme Étienne. Comme Étienne, peut-être que... Mais bon, après, la violence, ça ne résout rien du tout et ça va faire que enquister la situation. Donc, Ça dépend. Ouais, d'accord. Alors, je réitère, je pense vraiment que la violence ne résout rien du tout, même si des fois ça pourrait soulager. À ce moment-là, on peut se soulager sur un truc inanimé, c'est mieux. Hein. Et donc, essayez de désactiver la situation. Gardez en tête qu'il n'y avait personne, en fait, ni vous ni l'autre, qui avait envie de faire quelque chose de mal. Vous êtes dans des circonstances, elles sont malheureuses. Et souvent, elles sont dues à l'infrastructure. Donc, si vous voulez en vouloir à quelqu'un, faut en vouloir à vos hommes politiques. Je vous rappelle que bientôt vous allez pouvoir voter, hein, n'oubliez pas d'aller voter. Et donc vous pouvez en vouloir à vos hommes politiques et n'hésitez pas à utiliser toute cette énergie que ça a dégagée chez vous pour contacter les associations autour de vous qui sont actives, pour faire du lobbying, pour avoir des super pistes cyclables et ne plus jamais avoir à vous battre sur un rond-point parce que le type vous a grillé la priorité à droite. J'ai dit le type, je suis désolée, c'était genré. Donc la personne... On n'avait même pas noté, c'est pas grave. Mais bon, il y a quand même 80% des accidents avec victimes qui sont provoqués par le comportement d'une personne de genre masculin. Donc je vous laisse réfléchir aussi à ça. Si jamais ça arrive à peu près à tout le monde de se retrouver dans une situation dangereuse sur la route, automobiliste comme cycliste, il faut surtout pas que ça vous décourage de faire des trajets à vélo parce que le vélo c'est trop bien et Bruno en témoigne, ça rend heureux. Essayez de mettre en place des petites choses qui vont vous permettre de désamorcer la situation, mais s'il vous plaît, en aucun cas ne rentrez dans ce jeu de c'est eux les méchants, les automobilistes ils font n'importe quoi, ils savent rien faire, et à l'inverse, les cyclistes ils grillent tous les feux, parce que vraiment ça n'apporte rien, ça ne fait progresser personne. Voilà, merci beaucoup. Merci Anne de son nom de famille, Gandhi. Julien, notre invité, l'invité du jour. Hello. Je fais les jingles à la bouche aujourd'hui, c'est pas mal. Hein. Tu étais venu pour nous parler de ProVélo à Genève, et puis de Cyclable, et puis de Comptage Vélo. C'était une émission entière qui était consacrée à toi. Aujourd'hui, tu nous reviens avec plusieurs autres étiquettes. Notamment, tu travailles pour Mobilidé. C'est quoi Mobilidé ? Alors, Mobilidé, c'est une entreprise qui est basée à Genève, qui est active dans la Suisse romande. Enfin, en fait, non, on est actif un peu plus loin que ça, même carrément plus loin. On est actif jusqu'au Canada, en fait, quoi. Mais bon, bref. C'est une entreprise qui fait essentiellement du conseil en matière de mobilité, avec quand même l'idée derrière la tête, comme le nom l'indique, Mobile ID, de promouvoir une mobilité durable, en fait, quoi. Et puis moi, je m'occupe de tout ce qui est vélo au sein de Mobilité. C'est du conseil auprès de qui ? Bonne question. Plutôt des entreprises, des grosses entreprises en fait, quoi. Très souvent, nos clients nous contactent, c'est souvent pour des questions de parking,
Enfin, en gros, ils ont plus de place pour garer des voitures et au secours, comment on fait. Et puis, on leur apprend, surprise, qu'on peut faire autrement que le tout voiture. Ah bon? Donc, ouais, voilà. Merde. C'est assez compliqué des fois. Il faut On peut prendre l'avion aussi, non? Oui, exactement. Ouais, l'avion, l'hélicoptère. Alors, l'hélicoptère, c'est le moins vertueux, visiblement. Mais c'est vrai que oui, des fois, il faut un peu toujours réexpliquer les choses vraiment depuis la base pour certaines personnes. Pour d'autres, ça va mieux, ça dépend. Mais souvent, en fait, les entreprises n'ont pas de personnes dédiées sur la question de la mobilité. Donc, même des entreprises avec, je sais pas, des centaines, des milliers de personnes. Et donc, ces questions-là, elles ne sont pas traitées de manière générale, holistique, pour utiliser un mot compliqué. Holistique, ok. Eh ben, on est le combien de janvier, là? Voilà, tout début janvier, parce que moi, c'est un mot que je prononce une fois par an, holistique, je crois. Excellent, done, c'est fait. fait. Ce qu'on fait beaucoup, finalement, c'est des plans de mobilité d'entreprise. Oui, parce que les collectivités, elles ont forcément quelqu'un qui bosse sur la mobilité. Normalement, mais des fois, on serait étonné. Hein, oui, des fois, il y a des trop petites collectivités. Ouais, mais exactement, ouais. Qu'est-ce que vous leur dites de faire? Par exemple, je sais pas, moi, le truc qui me vient spontanément, c'est, je sais pas, construire un garage vélo bien, quoi, peut-être avec un toit, éventuellement des vestiaires. Par quoi vous passez, en fait? Alors, je ne saurais pas comment te répondre de manière courte, mais le principe général, c'est l'équité, en fait. C'est que ce qui est important, c'est de traiter tous les employés de manière équitable. Et typiquement, quand un employé bénéficie d'une place de parking gratuite, voiture, alors qu'un employé qui vient vélo, lui, il n'a même pas un parking vélo, il y a un petit souci d'équité. Et puis surtout, quand tu fais les comptes de combien coûte à l'année une place de parking et combien coûte une place de vélo ou un abonnement de transport public, tu te rends compte finalement que le fait d'avoir une place de parking gratuite, c'est complètement inéquitable en fait. Donc le message général qu'on dit, c'est si vous appliquez ce principe d'équité, tout de suite vous allez un peu renverser la vapeur et ça va automatiquement favoriser les mobilités plus durables. Il y a un mot qui me vient en tête là, la motonormativité. Ouais. C'est qu'on a accepté que c'était normal de se garer. On ne voit pas le coût derrière que ça a pour la collectivité ou pour l'entreprise d'avoir autant de surface colonisée pour ça. Ouais, c'est complètement ça. D'ailleurs, motonormativité, c'est un mot moi aussi que j'utilise assez souvent maintenant. L'année passée, je n'ai pas fait le compte, mais c'est vrai que c'est un mot qui est vraiment... on se rend compte à quel point on est complètement dans cette norme-là, quoi. Et nous, on travaille un peu à détricoter tout ça, quoi. Et puis moi, je m'occupe spécifiquement des questions vélo, ce qui veut dire qu'il y a toutes sortes de choses liées au plan de mobilité, notamment l'installation de parking vélo, ça c'est un gros sujet. Mais après, j'ai plein d'autres mandats différents. Par exemple, j'ai fait la carte vélo de la ville de Genève il y a quelques années. Ah, c'est toi Oui, c'est vrai. Donc voilà, c'est assez varié en fait, quoi. Il y a pas mal sur les mandats vélo, il y a pas mal de choses diverses et variées. Au sein de Mobilidé, tu as monté un laboratoire de mobilité douce. C'était même ma première mission quand je suis rentré dans l'entreprise. Bon, pour faire simple, donc l'entreprise a déménagé il y a quelques années. Puis il y avait un parking à voiture qui était lié aux locaux. Et on a une entreprise assez peu représentative puisqu'on a 0 personnes qui viennent au boulot en voiture chez nous. Sauf toi. Oui, sauf moi. Moi, j'ai mon gros SUV, exactement. Mais c'est important, le SUV, parce que tu peux mettre plein de vélos dedans, en fait, quoi. Bien joué. Win-win. Greenwashing. Du coup, on avait un nombre assez phénoménal de places de voitures inutilisées. Et mes collègues et la direction se sont dit, mais en fait, qu'est-ce qu'on fait de cet espace? Il faudrait en faire quelque chose, quoi. Donc, on en a fait une sorte de parking vélo, garage à vélo, mais qui sert aussi de laboratoire du vélo et du vélo au sens très large. Dans le sens, c'est pas seulement le vélo classique à 2 roues, mais ça peut être musculaire. Voilà, on peut commencer par le très classique, mais après on va sur toutes sortes de choses, même des tuk-tuk, des machins comme ça. Et c'est situé où en fait? Hyper central, c'est à Genève, à 1 minute à pied à vélo de la gare centrale. Julien, ça te dirait de revenir dans Pause Vélo? Oh yeah! Allez, on va faire un petit peu de vélo et de science-fiction. C'est la suite de la précédente chronique de Armageddon. Quand on pense à la science-fiction, les images de vaisseaux spatiaux et de combats épiques nous viennent souvent à l'esprit. Ce sont des histoires de guerre, de lutte, de héros masculins ultra équipés, ultra technologisés. Mais connaissez-vous les fictions paniers? Cette forme de contre-récit nous vient d'Ursula Le Guin, une autrice américaine qui, dès les années 60, a entamé une œuvre protéiforme dans laquelle il n'y a ni héros masculin conquérant, ni surpuissance technologique, mais qui met en avant une humanité plus ordinaire, moins spectaculaire. Elle fonde donc sa théorie de la fiction panier, qui s'intéresse à ce qu'on met dans son cabas pour vivre au quotidien, plutôt qu'à l'équipement du guerrier.
Le roman d'Eio Poços, Les mains vides, s'inspire ouvertement de cette théorie et de toutes ses lectures sociologiques et poétiques sur des manières de vivre autrement, de faire du commun sans violence, sans verticalité. L'histoire se passe à la fin de notre siècle. Il n'y a pas eu de grand effondrement, de grands cataclysmes, ni de grandes guerres, mais la poursuite du grand gâchis qui a épuisé les ressources et obligé la société française à se reconfigurer. Une 6e puis une 7e république ont été instaurées, mais les formes traditionnelles d'organisation politique et administrative ne fonctionnent plus. À la place, on trouve l'horizome, un archipel de petites communautés autogérées, dont les limites sont la biorégion. Tout est à l'échelle humaine. Le personnage principal, non-binaire et désigné d'un « tu » par le ou la narratrice, a quitté sa communauté du sud de la France. Un besoin de solitude, de se retrouver avec soi-même et d'aller vers les autres. L'objectif est d'atteindre le bassin de la Rance avant la torpeur, une saison de chaleur intense dont nous connaissons désormais les premiers épisodes. Mais cette route se fait à vélo. Un engin retapé, nommé la Bécotte, avec un équipement minimal. La fiction panier se fait ici fiction sacoche. Et le rythme n'est pas celui des grands sportifs. Écoutez plutôt. Montez encore, montez, s'enrouler autour du massif, désespérer à chaque tournant. Mettre pied à terre, pousser, s'arrêter sur un bout d'aplat, repartir en zigzagant et manquer de verser dans la caillasse et les kermesses. Connaître enfin le col, redescendre. À ce changement de bassin, tu es fouetté par l'air déjà chaud et cette odeur de garrigue qui t'enveloppe, te retourne, te rend pour quelques secondes les années passées. Notre cycliste traverse des paysages rendus à la vie sauvage mais marqués par la folie des hommes. Surtout après les grands incendies. De même qu'Alain Damasio avait inventé plusieurs manières de désigner la vitesse dans la route du contrevent, ici Eio Poços décline la chaleur selon qu'elle est canoune, calor, cagne, crémor ou svelte. Le pire, c'est le téouette. Il y a un seuil de chaleur et d'humidité au-delà duquel les fonctions vitales du corps humain ne sont plus assurées. Dans ce contexte hostile, nous rencontrons des communas, des groupes humains auto constitués de sapiens, de covives, de cousam, de compas, tout un vocabulaire pour concevoir autrement les autres que soi. C'est aussi l'occasion de découvrir ce que les diverses contraintes poussent à inventer, la richesse des low-tech. Ici, on pédale des bétonneuses, des machines à laver, des ventilateurs, même des ordinateurs. Bécotte connaît néanmoins un sort funeste, car une brigade de ville fonctionnant à l'ancienne sur la peur des étrangers la confisque. C'est l'occasion de se demander pourquoi des covives de cet endroit acceptent-ils de travailler dans de telles conditions, de laver des panneaux, de nettoyer la merde, de respirer des poussières, de se casser le dos, de tuer des vivants, alors que tant d'autres à côté, par chez nous, ne font rien de trop pénible et mangent de la meilleure nourriture et boivent de l'eau mieux filtrée. Il faut continuer la route à pied et en gabarre sur la Loire, avant de retrouver un compagnon pneumatique un poil bruyant, dont je vous ai lu les grincements la semaine dernière. Voilà comment il est possible de se tourner vers le futur. Libre et les mains vides. Alors attention, il y en a un qui a le palpitant qui se réveille, comme il vient de le dire, c'est Étienne, parce que c'est sa toute première chronique. On est tous avec toi, Étienne. Et oui, non, mais c'est vrai que je l'ai pas spécifié quand tu m'as donné la parole au début, mais c'est vrai que ça fait tellement longtemps qu'on se court après que je suis vraiment très content d'être là avec vous aujourd'hui. Si on revient sur le magazine, Cycle Magazine, moi je me suis intéressé à l'article qui s'appelle À vélo ski. Alors je m'y suis intéressé pas parce que, comme vous aurez constaté, c'est celui avec le moins de texte du magazine. Hein. Vous me connaissez pas encore, que je passe direct pour une feignasse, même si je pense pas que ce soit vraiment le terme qui me définisse le plus, mais en tout cas pas quand il s'agit du vélo, mais pour le reste. Mais bon, si vous voulez bien, on revient sur l'article. Je l'ai choisi aussi pour les belles photos que vous ne pouvez pas voir. Hein. On est dans un podcast. Bravo Étienne, bon choix. Ce sera facile de partager avec les auditeurs les magnifiques images de Bertrand Goudiel-Mazzi et de Cora Jacquet. Bon, c'est pas si mal finalement. Parce que je ne sais pas pour celles et ceux qui ont eu le magazine entre les mains, mais pour moi, ça me donne envie d'essayer ce vélo ski. Et pour reprendre le texte, puisque vous n'avez pas accès aux images, je suis totalement en accord avec ce qui est partagé par les auteurs. Ils expliquent les raisons qui les ont poussés à développer cela, et je crois que c'est quelque chose qui est ancré en nous, en tout cas pour les personnes autour de cette table, manifestement, et très probablement pour celles et ceux qui nous écoutent. Favoriser la mobilité douce pour nos loisirs, qui au passage représente 40% de nos trajets individuels, et on ne se rend pas compte, mais c'est énorme, et découvrir sous un angle et une approche différente une région ou, comme ici, les vallées du Valais. Les auteurs nous parlent des potentielles difficultés de se déplacer avec leur matériel dans les transports publics, notamment les bus PTT. Et loin de rester dans la critique et le conflit que quiconque ayant déjà pratiqué ce déplacement en transport public a expérimenté, je pense, il termine le paragraphe sur une note plutôt positive car, je cite, « L'imprévu met chacun tout d'abord sur les pattes arrière et puis la curiosité l'emporte et ça devient sympa. » Vous pouvez me remercier, je vous ai épargné l'accent valaisan, hein, puisque j'imagine que ça doit être bien ancré au fond d'une vallée, tout ça. Tu peux refaire hein, si tu veux. Hein. Non, j'y tiens pas. C'est mes origines, mais j'ai tout perdu depuis, quoi. J'ai toujours mon accent genevois, par contre, si ça vous va. Non, c'est très bien.
Et je trouve que ça, de terminer là-dessus, ça redonne espoir dans l'être humain. C'est confirmé par le fait notamment qu'apparemment, ils ne sont jamais restés à quai, ils ont toujours pu embarquer. Donc le voyage lent, c'est aussi un voyage avec une dimension sociale importante, faut-il le rappeler. Et c'est une des choses qui fait son charme pour moi. Lors de mes escapades à vélo, je n'ai jamais regretté mes échanges avec les locaux ou les autres voyageurs. Et puis il y a autre chose qui m'a marqué en lisant cet article, c'est la phase que j'appelle, parce que j'étale aussi un peu ma culture, la rêverie pré-aventure. C'est toute la phase qui précède l'identification de l'objectif d'une prochaine sortie. C'est vraiment un chouette instant où on se laisse à imaginer où on veut aller, par quels moyens on y arrive, quels sont les stops, les distances, les pentes. Vous savez qu'à vélo, ça peut avoir son importance. Et de se projeter sur ce que l'on va découvrir comme paysage. Et les auteurs l'indiquent très bien dans le paragraphe au nom très imagé qui s'appelle « La curiosité du doigt », à comprendre le doigt qui se balade sur la carte topographique. C'est tout un symbole. Personnellement, je le fais avec ma souris, mais le plaisir, ça reste le même. Alors voilà, moi je me dis que je pourrais bien tenter l'aventure parce que depuis Genève, d'une part, c'est assez simple de prendre le train, un peu moins à vélo, mais bon quand même. Et également d'aller dans les montagnes parce qu'on est bien servi de chaque côté en France voisine, avec les Alpes d'un côté et le Jura de l'autre. Parce que oui, je viens du milieu, moi je suis de Genève. Donc j'ai bien envie d'essayer, aussi parce que je me suis remis au ski il n'y a pas longtemps pour accompagner mes petites filles et je dois dire que j'ai recommencé à y prendre goût, même si j'avais presque oublié les bouchons pour aller en station. Ça c'est un peu moins cool. Alors en famille ça passe encore, il y a de l'ambiance dans la voiture, mais de toute façon, il n'y aura pas de place dans les transports publics pour ma famille qui soit armée et de ski et de vélo. Et j'ose même pas imaginer si c'était tous les utilisateurs des pistes de ski de chaque week-end, quoi. Par contre, seul, ça me dirait bien de commencer, je tendrais bien l'aventure. La preuve d'ailleurs, c'est que ça a commencé à se démocratiser, entre guillemets. On peut trouver des kits à installer sur son vélo. Alors, il faudra préférer plutôt un vélo de voyage de gravel ou un VTT plutôt que son vélo de course de 6,5 kg. Ça coûte environ 100 €, pardon, excusez-moi. La marque Cyclite qui en propose ça a l'air d'être assez bien fait. Et pour les plus petits budgets, il existe aussi un autre modèle qui s'appelle Skyloo V2 qui en propose à presque moitié moins d'argent, 54 €. Et puis, pour le petit plus, c'est quand même fabriqué et designé près de Grenoble. Et d'ailleurs, c'est encore moins cher si vous avez des sangles, ça vous fait un peu d'économie en plus. Il est important de préciser que je n'ai pas encore testé ce matériel, mais il semble super bien pensé. Alors ça va un peu à contre-courant de l'article, qui lui nous dit qu'il suffit d'une paire de straps, de temps et d'imagination pour que des choses avec lesquelles il est de toute façon bon d'aller pour faire du vélo-ski, mais pour les moins bricoleurs d'entre nous, ça peut vraiment être intéressant. Et alors pour celles et ceux qui désirent se lancer dans une fabrication homemade d'un système de portage de ski, j'en ai trouvé quelques-uns assez facilement sur Reddit notamment. Et sur différents sites, il n'y a pas toujours la description précise des étapes, mais enfin ça donne des idées et puis votre sens pratique fera le reste. Ou pas. En tout cas, personnellement, je vois encore un obstacle de taille pour moi, c'est caser mes chaussures de ski, parce que je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je fais du 48, et en chaussures de ski, ça fait un sacré volume non négligeable à devoir transporter en plus. J'espère être assez inventif pour les caser quelque part, si jamais, quand je reviendrai, je vous redirai. D'un point de vue un peu plus philosophique, ce qui résonne également en moi dans ces propos, c'est le principe de micro-aventure, ou Micro-Adventures, en anglais. C'est évidemment de là que ça vient, de l'anglais. Et c'est également le titre d'un ouvrage de Alastair Humphreys qui présente un principe très simple et que j'affectionne, s'appelle l'aventure de proximité. À l'heure où l'empreinte carbone de nos déplacements n'a jamais été aussi mise en relief, mais où notre recherche d'exotisme, galvanisée par le prix toujours plus concurrentiel de l'avion face au train notamment, et où Instagram exacerbe la beauté des voyages aux confins du monde, il est important de signaler que le dépaysement peut également se faire au pas de sa porte. Car l'aventure, c'est avant tout un état d'esprit, une vision des choses, plus que le fait d'être géographiquement loin de chez soi. Et cet état d'esprit, généralement, on choisit de l'adopter, indépendamment du lieu où on se trouve. Alors, je dis pas que c'est pas bien de voyager, non, c'est important. Mais il est important de montrer que parfois, le voyage, l'inattendu, la déstabilisation, ça peut très bien avoir lieu dans un rayon de 20, 50, peut-être 100 km autour de notre maison, le temps d'une journée, voire d'un week-end. Et pour moi, c'est pour ça que je suis là, c'est que le vélo, il magnifie cet état d'esprit. C'est également ce que j'ai ressenti en lisant cet article et ces photos que, évidemment, je vous conseille fortement de lire et de regarder à votre tour. Et puis, vous ne pouvez pas terminer sans un petit instant d'autopromotion. Et si vous voulez tester les micro-aventures, que vous soyez francophone ou anglophone, vous êtes bienvenus, mais vous n'osez pas encore le faire seul,
Alors restez connectés à ce site internet cycliste.ch. Il se pourrait bien que des petits événements de ce genre aient lieu dès le printemps en Suisse romande, dans la joie et la bonne humeur, sans objectif de performance, juste d'apprécier un chouette moment en extérieur avec des passionnés. Merci. Merci Étienne. Et bien on va se quitter là-dessus les copains. N'oubliez pas de nous liker, de nous commenter, de nous partager, ça nous fait du bien. Et n'oubliez pas les copains, pour sauver l'humanité, faites du vélo!